Avant de s'occuper de la salle de bain, je propose de se rappeler par quoi tout a commencé. Au départ, nous avions une pièce encombrée comme celle-ci, symboliquement divisée par une fine cloison, qui a été démontée sans grande difficulté, et ensuite, tout le reste du bric-à-brac a été démonté. L'étape suivante, nous nous sommes heurtés au poêle. Nous avons également réussi à nous en débarrasser en une demi-journée, car le mortier sur lequel les briques étaient posées s'effritait sous nos yeux, et cela n'a pas posé de grandes difficultés. Après le poêle, nous avons décidé de démonter le sol, planche par planche, et finalement nous sommes arrivés à la base. Sur cette base, nous avons déversé quelques tonnes de chape sèche, bien nivelée, et obtenu un sol parfait sur lequel nous avons érigé les murs de la future salle de bain. Et maintenant, nous pouvons commencer sa rénovation. Nous avons enfin atteint notre salle de bain. Nous devons installer des balises, enduire le mur pour le préparer à la pose du carrelage. Nous allons murer ce mur. Ici, nous aurons le câblage électrique, une sorte de ventilation minimale pour la cave à vin. La ventilation de cette pièce ira directement sur le toit. Le sol est déjà bien nivelé, la chape de finition est coulée. Il ne reste plus qu'à fixer les cadres, avec des profilés pour le placo-plâtre, recouvrir de 2 couches de plâtre pour amortir et permettre un certain jeu. Nous ne nous attachons pas au sol ni au mur, car différents matériaux reposent sur des fondations différentes. C'est pourquoi nous devons créer des joints de dilatation. Tout d'abord, nous faisons le marquage à l'aide d'un niveau laser. Nous prenons les rails, les coupons à la taille nécessaire et préparons un peu de mortier. Ensuite, je pense que tout est clair et évident. Le lendemain, le mortier a pris, revenu sous le support et déchargeons le matériel de construction. Vous l'avez compris, le placo-plâtre est apparu dans le cadre pour une bonne raison. Puisque le mur en bois est conditionnellement mobile, il ne peut pas être fixé directement et rigidement. Le placo-plâtre, c'est pourquoi nous construisons ce type de fixation standard. Nous avons marqué, fixé l'attache puis le profilé. De plus, il est déconseillé de lier ce faux mur en placo-plâtre au mur en briques adjacents. C'est pourquoi, avant de fixer le placo-plâtre, nous avons décidé de plâtrer la partie adjacente du mur en briques. Nous avons mélangé quelques seaux de mélange et les avons appliqués sur le mur. Il est maintenant beaucoup plus pratique de le faire. À l'étape suivante, nous revenons au placo-plâtre. Nous apportons les plaques préalablement découpées et ensuite, je pense que tout est clair sans mots superflus. Après avoir terminé de travailler sur le mur en placo-plâtre, nous passons à l'opposé. Nous terminons le plâtrage et déballons un tel appareil. C'est le futur drain pour la douche. Nous l'essayons sur place et nous préparons à l'installation. Selon le plan, c'est dans ce coin que se trouvera la cabine de douche. Aujourd'hui, le service régional d'électricité a apporté des modifications à nos plans. Nous avions prévu de mettre une bordure en briques rouges, d'installer un siphon et de couler une chape brute, mais on nous a coupé l'électricité. Nous allons probablement nous débrouiller dans cette situation et réaliser tous nos plans pour aujourd'hui, mais avec un minimum de tournage. Et comme nous avons besoin de cela pour l'installation des briques et le coulage de la chape, le mortier et la colle, nous avons essayé de les mélanger avec un bâton, une truelle, mais c'est fatigant. Le moteur du progrès. Et nous avons inventé ce fouet miracle pour notre visseuse Makita et le processus est devenu plus amusant.
Les puits, c'est bien, mais on ne peut pas obtenir d'eau d'un puits sans électricité. Et nous nous sommes souvenus de notre puits car nous avons besoin d'eau. Comme on dit, si tu veux faire rire Dieu, parle-lui de tes projets. Comme il s'est avéré plus tard, c'était une coupure d'électricité planifiée dont on avait même essayé de nous avertir. Dans l'obscurité, sans rancune, les gars ont terminé les travaux comme prévu, ont apprêté le sol et sont revenus le lendemain. Et voici la pose tant attendue des carreaux. Ici, tout se fait selon le schéma standard. D'abord, ils ont fait le marquage et ont commencé le travail. Je pense que beaucoup auront des questions concernant le choix des carreaux. Probablement. Cela n'a pas de sens d'en discuter. La seule règle à respecter ici est de suivre le PPU. Profite simplement et n'écoute personne. En gros, la règle principale est que le carrelage te plaise. Le reste n'a pas d'importance. Mais vous devrez quand même le regarder jusqu'à la fin de la série. Mais je promets que l'image changera beaucoup une fois que la pièce sera décorée. Maintenant, nous installons le niveau laser, nous marquons la partie supérieure de la rangée inférieure de carreaux, nous vérifions que tout soit bien aligné, tout selon les espaces en bas. Mais nous allons initialement laisser un espace de 5 mm car c'est un mur en bois, en placo-plâtre. Il peut légèrement s'étendre, et c'est pourquoi nous faisons un petit espace en bas, que nous remplirons ensuite de silicone de la couleur du carrelage. Oui, comme nous l'avons dit au départ, ce mur en placo-plâtre est un peu mobile. C'est pour cela que nous ne l'avons pas relié au mur adjacent et que nous ne l'appuierons pas fermement sur le sol. Mais avant de poser les carreaux, nous appliquons soigneusement un apprêt partout. Et voilà, enfin, nous commençons à revêtir les murs. La phase la plus agréable des travaux de construction. Toute la préparation, en règle générale, dure beaucoup plus longtemps que le carrelage. Et aucun changement significatif n'est observé. Mais après la pose des carreaux, il y a toujours un effet avant et après. Et pendant que nous avançons avec assurance vers le point après, je vais vous expliquer l'idée ici. Tout le design et la décoration sont inventés sur le moment. Il n'y a pas de plan concret ici. L'idée principale et la philosophie du projet consistent à préserver l'esprit, l'atmosphère et l'ambiance de l'ancienne maison biélorusse où vivaient nos arrière-grands-parents. Mais en même temps, assaisonner cette maison avec des solutions modernes qui doivent se combiner et coexister avec certains éléments usés, parfois fatigués, mais très atmosphériques de la maison. C'est pourquoi nous essayons de choisir des matériaux aussi proches que possible de la nature. Dans ce cas, le carrelage qui rappelle la pierre naturelle. Ainsi, nous avons effectué un nettoyage intermédiaire pour être plus précis. Maintenant, nous allons tout recouvrir de carton et nous occuper de l'aménagement de notre siphon de douche. Nous avons un peu augmenté la couche avec du carton, parce qu'elle était très basse chez nous. Nous avons voulu un peu plus, et maintenant, nous allons couper tout ce carrelage à 45 degrés, et ensuite nous passerons ici. Un petit siphon est inséré. Un insert. Il est également nécessaire de découper le carrelage à la bonne taille, ajuster, coller, pour que tout prenne vie chez nous. Bien que l'hiver commençait dehors, le temps nous offrait tout de même de belles journées ensoleillées et chaudes. C'est alors que nous pouvions travailler dehors, avec plaisir.
La salle de bain est vraiment petite, mais malgré cela, la pose du carrelage a pris pas mal de temps. Tout d'abord, le carrelage lui-même n'était pas particulièrement droit. Je parle du grand carrelage mural. Et les gars ont dû vraiment se débrouiller pour obtenir un résultat digne. Beaucoup de temps a également été consacré à divers découpages, sciages et ouvertures techniques. Ainsi, carreau par carreau, trou par trou, après 4 jours, nous sommes arrivés à la dernière rangée. Mais le dernier élément, du carrelage est le caniveau de douche. Nous l'avons laissé pour la fin, car c'est une bande étroite que l'on peut découper à partir des restes de carrelage. C'est exactement ce que nous avons fait. Il ne reste plus qu'à jointoyer les joints. Tout d'abord, nous remplissons le joint inférieur avec un mastic spécial. Je rappelle que ce mur est potentiellement un peu mobile et le mastic est idéal pour ce type de joint, qui peut légèrement changer avec le temps. Tous les autres joints sont remplis de manière classique, avec un joint ordinaire. Nous avons saupoudré, ajouté de l'eau, bien mélangée et commencé à frotter. Après avoir fini avec le carrelage, nous passons à l'installation des réseaux. Tout d'abord, nous devons organiser une source d'eau chaude. Ici, une fois de plus, Resanto vient à la rescousse. Nous utilisons leur équipement et leurs outils depuis de nombreuses années, donc nous n'avons pas hésité longtemps et avons commandé ce beau modèle. Nous avons choisi un endroit approprié et avons commencé à poser les tuyaux. Un peu plus tard, ce mur en bois et toutes les conduites inesthétiques seront cachées derrière un autre mur décoratif. Comme vous vous en souvenez, le Utor est situé dans la forêt. En termes de réseau, il n'y a ici qu'une vieille ligne électrique. Il n'y a jamais eu de gaz ici, et apparemment, il n'y en aura jamais. C'est pourquoi la seule option est de chauffer l'eau à l'électricité. De plus, de l'eau chaude sera nécessaire dans la cuisine, qui sera située juste derrière le mur. C'est pourquoi nous perçons prudemment un trou à travers lequel nous ferons passer le tuyau. Et, comme vous le voyez, ce n'est pas un simple tuyau. Oui, nous avons décidé de poser cette section en cuivre et d'en faire une partie de l'intérieur. Le fait est que dans la finition et la décoration de la maison, on rencontrera souvent du cuivre. À mon avis, c'est génial, cela s'intègre bien dans le concept. Et pour être honnête, j'aime simplement l'apparence du cuivre naturel dans l'intérieur. C'est précisément le cuivre naturel, et non une imitation. La différence est que le cuivre change de couleur avec le temps, s'oxyde et vit avec la maison.
Nous continuons l'installation et le raccordement de l'approvisionnement en eau. Le client a souhaité que l'eau soit activée non pas dans la douche, mais à l'extérieur. Ce sont maintenant de nouvelles solutions de design, des solutions quelconques. Nous avons soudé. Voici un support pour notre boîtier, où le mitigeur sera installé. Nous aurons ici une installation, celle-ci. Et au-dessus, le mitigeur sera installé. Nous faisons maintenant les marquages. Nous nous positionnons. Nous installons. Oui, le mitigeur de la douche qui sera installé en dehors de la douche. Ce n'est pas une blague, c'est notre réalité. Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, je suis curieux de tester cette option. J'ai entendu parler de cette solution pour la première fois sur la chaîne de nos amis et compatriotes avec Robim. La logique est la suivante. Les robinets, pour la douche elle-même, ils sont situés ici. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas situés là-bas, là en profondeur, parce que quand tu es là en profondeur, tu ouvres l'eau, en conséquence, l'eau coule sur toi. Et souvent, l'eau coule soit très froide, soit très chaude. Elle sera rarement à la température souhaitée immédiatement. Quand les robinets sont-ils situés? Ici, l'eau ne coule pas sur toi. Tu peux d'abord la toucher, l'ajuster comme tu le souhaites, et seulement, ensuite, te mettre sous la douche. De plus, notre salle de bain est assez petite, et installer un ensemble complet de mélangeurs dans une cabine de douche étroite. C'est une solution en soi. Et il n'était pas non plus possible d'encastrer les mélangeurs dans le mur, en raison de sa conception. Donc, c'est une solution évidente, selon moi. Quant à savoir si elle est réussie ou non, je pourrais vous en parler un peu plus tard. D'ailleurs, nous publions généralement des posts avec ce genre de retour d'informations sur notre chaîne Telegram. Il y a aussi beaucoup d'autres informations uniques et des spoilers sur les projets en cours. Les poutres seront visibles chez nous, donc nous les nettoyons maintenant. Nous les recouvrons de teinture et d'huile protectrice, de tonnet, et ensuite nous commençons à recouvrir l'espace entre les poutres. Nous devons maintenant nettoyer ces résidus que nous n'avons pas fini de nettoyer à l'époque. Nous prenons une brosse en polyuréthane et c'est parti. Comme je l'ai dit, nous essayons d'obtenir une sorte de symbiose entre une maison moderne et confortable et une vieille maison biélorusse. Ces poutres s'intègrent parfaitement dans cette idée. C'est pourquoi nous les embellissons et les recouvrons d'un composé protecteur. Pendant que le carrelage était posé à la ferme, le travail se poursuivait à l'atelier, principalement sur le métal. Nous avons réussi à détourner Kolia de son travail sur les machines et en une seule journée, il a soudé une structure astucieuse. C'est la base pour un mur décoratif qui cachera toutes nos installations. La difficulté réside dans le fait que cela doit être une structure à plusieurs niveaux, avec une partie ouvrante pour que nous ayons accès au chauffe-eau. En plus de cela, il y avait encore beaucoup de travaux d'eau que vous pourrez très bientôt apprécier. Finalement, après quelques jours, nous avons cette structure démontable. Il ne reste plus qu'à la peindre. Le lendemain, la peinture a séché et nous procédons à l'installation. Cela se passe rapidement et sans accroc car tout a été bien pensé et prévu dès le départ. Mais il y a toujours quelques ajustements à faire sur place. C'est pour cela que nous avons pris un poste à souder, de l'équipement et des outils. Certains éléments avaient besoin d'un ajustement parfait et c'est plus facile à réaliser sur place.
Selon le plan, nous voulons également décorer l'installation avec du contreplaqué. Pour cela, nous construisons une base métallique solide et la fixons en place. Ainsi, nous avons terminé avec les structures métalliques. Et avant de les recouvrir de contreplaqué, nous faisons un simple cadre au plafond. Voici l'idée. Nous voulons créer un petit plafond suspendu et installer un éclairage autour du périmètre, obtenant ainsi une sorte de lumière cachée. C'est pourquoi nous avons embelli la partie visible avec une planche de chêne. Ensuite, nous avons fixé un bord en bois. Et sur ce bord, nous fixerons ensuite le contreplaqué avec un léger chevauchement pour créer un auvent et cacher le ruban LED. Alors, nous avons mis de l'ordre. Et pour l'instant, tout est joli et soigné ici. Et nous n'avons pas encore commencé à recouvrir. De ce mur, nous allons nous occuper de l'électricité, car nous n'avons alors tiré que les fils vers la boîte de jonction pour la salle de bain. Et maintenant, nous devons installer un interrupteur à 3 boutons, une prise et câbler les boîtes de jonction. Et pour l'électricité, tout sera terminé ici. Tout ici est sur des disjoncteurs différentiels. Allons-y. Nous aurons beaucoup d'éclairage et ils seront tous à LED. Tout d'abord, avant de recouvrir les cadres de contreplaqué, il est nécessaire de poser le câblage, de coller le profilé en aluminium, le ruban LED et tous les petits accessoires associés. Une fois que tout l'éclairage est installé, il peut être caché derrière les panneaux de contreplaqué. À ce stade, nous devons ajuster précisément toutes les feuilles, les fixer, nous assurer que tout est en ordre et ensuite seulement les envoyer à la peinture. Car ajuster après la peinture porte malheur. Nous devons continuer à recouvrir. C'est une feuille assez amusante car il faut la découper dans le contreplaqué. Pour le tuyau de flotte, pour les tubes, pour le bec, pour le support des toilettes, l'installation, pour le bouton lui-même et l'alimentation en eau. Et de préférence avec des écarts et des interstices minimaux. Donc nous prenons le mètre ruban, le niveau laser. Et c'est parti. Ainsi, nous avons recouvert l'installation, pris les mesures pour recouvrir notre tuyau. Maintenant, nous avons tout étiqueté et démonté et nous l'emmenons pour le traitement final et la peinture. Nous avons recouvert notre mur, tout s'est bien ajusté, tout a été parfaitement aligné pour que tout s'ouvre, fonctionne et se ferme. Maintenant, nous démontons tout cela et l'emmenons pour la peinture. Nous n'avons pas trop compliqué avec la peinture, car ce style avec une touche d'ancienneté pardonne la plupart des défauts et des imperfections du matériau. Au final, nous avons bien poncé le contreplaqué et avons immédiatement appliqué la teinture sans boucher les défauts, car il s'intègre parfaitement dans notre concept. Nous avons teinté, puis appliqué un vernis mat. Et en principe, c'est prêt. Mais la prochaine peinture sera bien plus complexe et intéressante. Nous parlons maintenant d'un mur décoratif qui cache le chauffe-eau et toutes les communications inesthétiques. Tout d'abord, nous gravons un motif national biélorusse sur le contreplaqué, avec des morceaux déchirés comme ceci. D'ailleurs, c'est une technologie très sympa, si le laser permet de réaliser une gravure de qualité et profonde. À propos, les lasers de Watson s'en sortent sans problème, comme vous pouvez le voir à l'écran.
La prochaine étape consiste à poncer le contreplaqué pour la peinture et éliminer les résidus de brûlure. En gros, cette peinture est dans ce cas de couleur cuivre, et dans la composition de cette peinture, il y a des particules de cuivre. C'est-à-dire qu'après séchage, cette composition devient métallique à 90 et quelques pourcents. C'est vraiment une composition unique. Il ne faut pas le confondre avec la patine. On applique du métal. La base de cette peinture est constituée de nanoparticules de bronze, de laiton, de cuivre, d'aluminium, de zinc. Pour tous les goûts et toutes les tâches. Ainsi, nous obtenons un produit sans joint ni soudure, recouvert de métal. Le volume de métal dans le revêtement atteint 95%. C'est avec cela que nous recouvrons nos façades. Je laisserai un lien, cette peinture magique, dans la description. Le lendemain, la peinture métallique a séché et on commence le ponçage. Le processus ici est similaire au polissage du vernis. Avec un papier de verre plus grossier, nous égalisons la surface. Dans notre cas, c'est le numéro 400. Ensuite, en changeant méthodiquement le papier de verre, nous diminuons la gradation. Et ainsi jusqu'à ce que nous atteignions le papier de verre 1200. Pour mettre en valeur les éléments gravés, nous avons appliqué un peu de peinture noire. Et avant de commencer le polissage, nous éliminons les excès et nous finalisons la surface. Avec le papier de verre 1200, puisque nous collaborons avec les gars de J-Tool, ils nous ont envoyé un petit kit pour le polissage du métal. Nous ne nous passionnons pas pour le polissage, mais j'ai voulu essayer. Je pense que c'est intéressant, c'est du métal avec des disques durs et mous. J'ai déjà essayé cela sur un échantillon et maintenant nous allons vous montrer. Je pense que pour la surface de cette façade, cela prendra littéralement 3 minutes. Et vous voyez le résultat. Finalement, comme vous l'avez compris, nous avons pris du matériel pour le polissage du métal, puisque le fabricant de peinture affirme que c'est du métal. Et à notre surprise, la surface est vraiment devenue métallique. Il était également surprenant que, malgré la fine couche, un disque aussi dur ne se soit pas détaché, le métal jusqu'au bois dans les zones de gravure. Ce qui confirme encore une fois le fait que c'est du vrai métal. À la fin, nous avons repassé, mais avec un polish plus délicat. Et le résultat parle de lui-même. Mais bien sûr, nous ne nous sommes pas arrêtés là. Comme vous vous en souvenez, idéalement, nous avons besoin de cuivre vieilli. Et pour cela, il existe également des compositions spéciales. Nous avons expérimenté longtemps et globalement, nous avons réussi l'effet souhaité. Ensuite, nous effectuons la même opération avec les grandes façades. Nous appliquons les compositions de vieillissement de manière chaotique en changeant et en mélangeant les méthodes d'application. Et encore une fois, nous nous assurons que c'est du vrai métal, car il s'oxyde et se comporte comme du cuivre, puisque c'est du cuivre. Bien sûr, ce n'est pas la version finale. Nous allons enlever ces grandes taches et les polir à la fin pour former l'image finale. Nous avons assemblé une étagère sous l'évier. Ici, il y aura plus tard une autre petite étagère. Nous n'avons pas compliqué la structure, nous l'avons faite comme le font généralement tous les fabricants de meubles. Ici, nous avons un creux pour placer un cache et une découpe pour l'évier, donc le dessus n'est pas d'une seule pièce. Nous n'avons pas non plus fait de paroi arrière car il y a le raccordement de l'eau du mitigeur. Il nous reste à faire les façades et maintenant nous allons installer ces pieds réglables à l'arrière. Et nous irons choisir un cache. Comme vous l'avez compris, c'est la base pour l'évier. Et elle est entièrement faite de contreplaqué.
Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, je n'aime pas particulièrement le bois en feuilles fait de copeaux pressés. Deuxièmement, le contreplaqué en tant que matériau. Au contraire, je l'aime beaucoup. Dans la salle de bain, il y aura de toute façon une humidité élevée et le contreplaqué supporte bien ce phénomène. De plus, tous les panneaux de la salle de bain, vous vous en souvenez, sont faits du même contreplaqué, ce qui signifie qu'après la peinture, nous obtiendrons un ensemble homogène. Ainsi, les façades ont été installées. Je n'ai pas encore effectué un réglage parfait, car lors des transports, tout cela peut encore bouger. Nous ajusterons sur place. Il nous reste à découper ici une fente, car nous avons des tuyaux en cuivre le long du mur. Et pour rapprocher le meuble le plus près possible du mur, nous découpons maintenant des deux côtés. Et voilà, le meuble part en peinture. Mais, avant d'envoyer le meuble en peinture, nous nous sommes arrêtés en chemin à notre entrepôt et atelier de production de dalles. Ici, nous préparons, séchons et stockons les dalles et autres matériaux de bois. Nous avons maintenant pour tâche de choisir une dalle appropriée, à partir de laquelle nous fabriquerons ensuite l'évier. Oui, c'est exact, un évier en bois. Tout d'abord, ce n'est pas un bois ordinaire. La plupart de nos dalles sont thermotraitées, ce qui nous permet d'obtenir du bois thermomodifié. Qu'est-ce que c'est exactement ? À l'aide de chambres de séchage technologiques spéciales, nous séchons le bois à haute température, atteignant finalement 180 degrés. C'est un processus complexe et long qu'on ne peut pas expliquer rapidement. Mais pour faire court, après un tel séchage, le bois acquiert des propriétés de super-héros. Plus précisément, le bois d'œuvre thermotraité conserve parfaitement ses dimensions géométriques dans les produits finis, ne se dessèche pratiquement pas et n'absorbe pas l'humidité de l'air. Le bois thermomodifié ne pourrit pas et ne se détériore pas. Il résiste aux insectes nuisibles et acquiert une résistance aux micro-organismes, à l'humidité et aux champignons. La durée de vie du bois thermomodifié est multipliée et au final, ce matériau convient parfaitement à nos objectifs. Mais nous avons prévu plusieurs produits, donc nous avons chargé le matériau en réserve et nous sommes partis à l'atelier. L'étape suivante consiste à choisir un morceau approprié et à le couper aux dimensions du futur plan de travail de l'évier avec une petite marge. Après 15 minutes, nous avons cette ébauche qu'il est nécessaire de nettoyer de son écorce. C'est d'ailleurs un point très important. En effet, au cours de la vie de l'arbre, beaucoup de sable s'accumule dans l'écorce, qui est apporté par le vent et sur les pattes des écureuils. Eh bien, ce sable est un abrasif et émousse et abîme considérablement les outils lors du traitement. Vous voyez, notre outil ne s'émousse pas et enlève couche par couche parfaitement, jusqu'à ce que nous voyions une surface parfaitement lisse. Et cela des deux côtés.
Et maintenant, passons à la partie la plus intéressante. Nous devons fabriquer un évier à partir d'une dalle. Pour cela, la première chose à faire est de programmer la machine CNC. Au final, nous ne devrions pas obtenir un simple évier, mais quelque chose comme une composition. Dans la dalle que nous venons de préparer, à droite dans le coin, nous allons créer une imitation de traces sur l'eau. Quelque chose comme des vagues causées par une goutte. C'est pourquoi nous modélisons d'abord ces motifs, puis nous les appliquons sur notre dalle, comme vous le voyez à l'écran. Une fois que la forme, la taille et l'emplacement des motifs nous conviennent, nous passons à la modélisation de l'évier. Ici, la tâche est un peu plus simple, mais tout de même pas facile. On pourrait penser qu'est-ce qui pourrait être plus simple que de faire un creux rond et régulier. Oui, ce n'est pas difficile, mais comme toujours, nous avons décidé de nous compliquer la vie. Comme on le sait, le diable se cache dans les détails. Et dans notre cas, ce détail est le rebord, qui sera légèrement plus haut que le niveau principal. On pourrait penser que c'est un détail insignifiant, mais c'est précisément cet élément qui transformera une niche simple et ennuyeuse en un bel évier design. Un peu de patience et vous pourrez le constater par vous-même. À l'étape suivante, nous transférons le programme sur la machine. Et maintenant, elle comprend parfaitement ce que nous attendons d'elle, et elle se met immédiatement au travail. D'abord avec une fraise grossière, nous faisons le dégrossissage principal pour l'évier. Cette méthode permet de réduire considérablement le temps de traitement. Si l'on commence directement avec une fraise délicate pour bas-relief, cela prendra beaucoup plus de temps. À l'étape suivante, nous utilisons une fraise délicate de Woodwork. Actuellement, nous sommes entièrement passés à leur fraise, et après un an d'exploitation, je peux affirmer sans hésitation que c'est le rapport idéal. Qualité-prix à ce jour. Au cours du fraisage, de nouvelles fissures et cavités sont apparues. C'est un phénomène normal et attendu, que nous allons corriger avec notre résine époxy préférée. Mais, avant d'apporter la pièce à la salle de coulée, nous découpons déjà la forme finale du futur plateau aux dimensions exactes. Et voilà, après quelques jours, cette même pièce, mais déjà imprégnée d'époxy, est à nouveau fraisée. Les petites fissures sur le plateau ont été remplies sans problème particulier. Quant à l'évier lui-même, en raison de sa forme, il a fallu le remplir complètement de résine pour bien combler toutes les fissures. Mais là, nous avons un peu triché et avons fabriqué un insert qui a permis d'économiser environ 5 kg de mélange. L'étape suivante consiste à teinter légèrement le bois à l'aide d'une teinture. Cela est fait pour égaliser la couleur de l'insert collé sous l'évier, car l'épaisseur de la dalle n'était pas suffisante et nous avons dû augmenter un peu le volume. Je pense que vous voyez très bien l'endroit de la jonction. Une fois que la teinture a séché, nous devons bien enduire tout l'évier avec de l'époxy. Cela se fait au pinceau en plusieurs étapes. Le fait est que nous devons appliquer une bonne couche uniforme sur toute la surface de l'évier. Si on en met trop, la résine va couler vers le bas et former une flaque. C'est pourquoi nous avons dû étaler ce processus sur quelques jours et appliquer la couche suivante seulement après que la précédente ait pris. Et cela a été fait de manière à obtenir une croûte uniforme de résine et protéger efficacement le bois de l'eau. Et maintenant, en fait, l'eau ne sera en contact qu'avec l'époxy, c'est-à-dire le polymère, et l'évier durera longtemps et restera beau. Nous avons également bien enduit toutes ces ouvertures techniques, avec de la résine, ensuite encore de nombreuses heures de ponçage et d'ajustement, et enfin nous appliquons le vernis. Notre vernis polyuréthane mat préféré. Comme vous vous en souvenez, ce plateau de table a été initialement choisi pour le socle, le meuble que nous avons fabriqué en contreplaqué.
Et maintenant, on peut sans hésitation peindre ce meuble, ce à quoi Dima s'est attelé. Tout d'abord, nous avons bien poncé, puis nous appliquons la teinture et colorons le contreplaqué dans la même teinte que toutes les pièces en contreplaqué de la salle de bain. Et enfin, nous diluons le vernis mat et terminons la peinture. Le lendemain, le vernis a séché et maintenant nous pouvons enfin assembler le meuble. Nous installons les façades. Oui, je suis d'accord, elles ont l'air étranges, car nous avons appliqué la patine en excès et maintenant nous enlevons le surplus pour obtenir le résultat souhaité. Cela se fait à l'aide du polissage. Bien sûr, aucune salle de bain ne peut se passer d'un miroir et la nôtre n'y fera pas exception. Tout d'abord, nous choisissons une planche appropriée et la coupons en deux. Ensuite, nous coupons cette moitié encore une fois en deux, mais cette fois dans le sens de la longueur. Et tout cela est fait pour obtenir une composition comme celle-ci. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire le plus simple. Comme vous l'avez déjà deviné, entre ces deux pièces, nous insérerons le miroir et le produit sera prêt. Mais avant cela, le bois doit être embelli. Tout d'abord, nous enlevons l'écorce. Ensuite, à l'aide d'une meuleuse et de papier de verre grossier, nous nettoyons la surface. En fait, nous avons décidé de ne pas raboter ni calibrer cette surface afin d'obtenir cet aspect brut naturel. Et cet effet est mieux réalisé par le brossage. Nous avons bien brossé la surface. Nous avons légèrement passé la ponceuse pour enlever les grosses fibres qui ressortaient par endroits. Ensuite, nous marquons et faisons l'encoche pour le miroir. Nous essayons, posons le contreplaqué par-dessus et, dans l'ensemble, le sandwich est prêt. Il ne reste plus qu'à l'assembler. Mais avant l'assemblage, nous embellissons tous les éléments. Nous ponçons le contreplaqué. Et après 15 minutes, nous appliquons une bonne couche de vernis. Le lendemain, le vernis a séché et nous procédons à l'assemblage final. Nous appliquons du mastic dans l'encoche prévue. Sur ce mastic, nous posons le miroir, puis nous appliquons à nouveau du mastic sur le miroir, mais cette fois-ci un autre, neutre, pour ne pas abîmer le miroir. Et ensuite, nous posons le contreplaqué dessus et le fixons au bois. Mais ce n'est pas tout. Sur les bords du contreplaqué, nous devons installer l'éclairage. Nous avons fixé le profilé en aluminium, coupé le morceau de bande nécessaire, assemblé le tout, fermé avec un diffuseur et l'éclairage est prêt. Le prochain, élément très intéressant et probablement clé, est l'insertion en forme de T. Pour la créer, Dima prépare ses ébauches à partir de matériaux thermiques. Et pour éviter que personne ne les privatise à ses propres fins, ce qui arrive assez souvent. Dans notre atelier, nous les avons signés et nous sommes partis préparer le fichier. Ici, nous avons à nouveau un ornement biélorusse classique qui sera placé avec l'insertion en forme de T dans notre mur décoratif. Nous avons modélisé, placé et obtenu ce résultat, qu'il ne reste plus qu'à transférer sur le bois. Si le fichier est bien conçu, tout le processus se déroule extrêmement rapidement et simplement, et on peut observer ce processus indéfiniment, ce que je vous propose de faire. À suivre.
À la fin, nous utilisons une fraise plus fine et délicate pour découper la pièce à la taille exacte nécessaire pour un montage rapide et parfait. Mais avant de monter cette beauté, il reste encore beaucoup de travail à faire. Le fait est que cette forme géométrique régulière et correcte de l'ornement ne nous convient pas du tout. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, nous essayons de créer l'impression d'une vieille maison biélorusse avec son histoire et son atmosphère. C'est pourquoi il est absolument nécessaire de vieillir ce motif. Cela se fait à l'aide d'une meuleuse et d'une brosse dure. Et comme vous pouvez le voir, l'image se transforme sous vos yeux. Et voici enfin la raison pour laquelle nous nous sommes réunis aujourd'hui. Installation finale. Tout d'abord, nous recouvrons l'installation avec des feuilles de contreplaqué. Regardez à quel point le contreplaqué de construction le plus simple peut être magnifique avec un traitement approprié. Nous aimons beaucoup ce matériau. L'étape suivante consiste à déballer la cabine de douche. Ici, nous avons décidé de ne pas compliquer les choses et avons acheté une cabine de douche tout à fait ordinaire, composée de 2 parois en verre. Je pense qu'il y aura beaucoup de commentaires concernant la simplicité de la réalisation de la douche. Oui, au final, nous avons seulement une douche dite tropicale sans pommeau supplémentaire. Il faut comprendre que nous sommes très limités en espace. Placer tout cela dans cette petite pièce, et de manière à ce que ce soit aussi esthétique, est une tâche très difficile. Et si nous avons réussi ou non, nous aimerions beaucoup le savoir dans les commentaires. Nous fixons donc cette douche tropicale solitaire de la cabine de douche et c'est terminé. Maintenant, c'est au tour des toilettes. Là aussi, nous n'avons pas trop compliqué les choses et avons choisi les toilettes les plus simples et jolies qui convenaient à l'installation. Environ 15 minutes pour l'installation et le premier test. Je pense que beaucoup se demanderont où va toute cette eau des toilettes et de la douche. Je propose de revenir un peu en arrière et d'éclaircir ce point. Il est évident qu'il n'y avait pas de système d'égout dans la maison, sans parler d'un système d'égout central. C'est pourquoi nous avons prudemment creusé un énorme trou près de la maison et y avons installé une fosse septique intelligente Diamant. Vraiment, un dispositif autonome génial et très utile. Le principe de fonctionnement est le suivant. Le degré de purification de la fosse septique, Diamant, est de 98% et l'eau purifiée s'écoule par gravité à travers une tranchée de drainage que nous avons également réalisée nous-mêmes. Le fabricant propose une grande variété d'options, de tailles et de configurations pour répondre à toutes les exigences. Dans notre cas, nous avons installé la version Diamant Pro. Cette configuration comprend 3 capteurs et grâce à eux, nous pouvons suivre le fonctionnement de la fosse septique via une application mobile. Il n'est plus nécessaire de vérifier le niveau avec un bâton pour voir à quel point le puits est rempli. Il suffit d'ouvrir l'application et de consulter tous les indicateurs. Nous avons déjà bien testé cette fosse septique et nous lui donnons définitivement un pouce en l'air. Tous les liens, comme toujours, se trouvent dans la description de la vidéo. Et nous avons à disposition tous les éléments manquants qu'il reste à installer et à évaluer le résultat. Tout d'abord, nous installons l'insert en T. C'est probablement l'élément principal de décoration, car, grâce à l'éclairage, le motif est magnifiquement mis en valeur et cela ajoute visuellement du volume. Bien sûr, la caméra ne rend pas toute la beauté, mais je pense que vous me croirez sur parole, il est impossible de détourner le regard. L'étape suivante consiste à installer les panneaux au plafond. C'est très simple. C'est toujours le même contreplaqué bien peint. Ensuite, nous apportons et fixons les façades en cuivre. C'est sans aucun doute la découverte de l'année. Tous les gars à l'atelier sont tout simplement ravis de cette technologie. Et nous avons déjà imaginé quelques projets sympas utilisant ce matériau. Alors, un peu de patience, et nous aborderons le sujet plus en détail.
Ensuite, le meuble, le miroir et le montage final. C'est probablement le processus le plus agréable de toute la vidéo, quand le tableau commence à se former et que l'idée générale devient claire et le résultat visible.